Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le thème de Snooze Alone et autisme. Comme je vous l'avais proposé, j'ai sollicité Aurélien Dignazio, qui est un de mes collègues psychomotriciens, qui est spécialisé en intégration sensorielle, afin de pouvoir discuter de la différence qui existe entre Snooze Alone et intégration sensorielle dans le domaine de l'autisme, mais de manière plus générale auprès des personnes présentant des troubles de l'intégration sensorielle. On va en parler. Donc, merci Aurélien d'avoir accepté ce moment d'entrevue afin de mieux éclaircir les J'avais du temps libre. choses. Ouais. Exactement, autant le préciser. Voilà. Est-ce que tu peux d'abord un peu te présenter? Ouais, en quelques mots, hein. Donc, psychomotricien, diplômé d'État, j'exerce en hôpital de jour en temps partiel auprès d'adolescents avec autisme et en cabinet libéral en région parisienne. Donc là, avec plutôt une orientation sur les troubles des apprentissages et les TSA, les personnes avec autisme, notamment au moyen d'intégration sensorielle, mais pas que. Je m'étais formé en 2008 en snozolène auprès de Pascal Dolé, c'était le nom du formateur, puisque je travaillais en foyer d'accueil médicalisé auprès de personnes autistes adultes. Puis je me suis plutôt dirigé vers l'intégration sensorielle, où là j'ai fait plusieurs formations successives, notamment auprès d'Olivier Gorgy. J'ai fait un master en psychomotricité sur la recherche et je suis chargé d'enseignement à l'ISRP et la Salpêtrière, qui sont les deux écoles parisiennes qui forment les psychomotriciens. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup. Du coup, tu as cette double casquette de connaître et d'avoir pratiqué à la fois Snooze Alone et l'intégration sensorielle. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots déjà, Snooze Alone, c'est quoi pour toi? Bah, donc n'étant pas formateur, hein, je peux déjà dire quand même ce que ça m'évoque, hein. Donc j'avais bien retenu que ça m'évoquait un petit peu cette double facette entre l'exploration d'une part et la détente de l'autre, par l'intermédiaire des sens, et qui crée un climat favorable à la rencontre et au laisser-être, pour utiliser des grands mots pour commencer. C'est Mhm, assez large. En tout cas, à la recherche d'une expérience positive. mhm. Ok, et du coup, l'intégration sensorielle, qu'est-ce que c'est? Euh, Ça peut prêter un petit peu. J'ai ce syndrome de plus on est connaisseur dans quelque chose, plus on trouve ça complexe et c'est dur à expliquer clairement, mais je vais quand même essayer. Mais je trouve que le terme d'intégration sensorielle peut porter un petit peu à confusion parce que ça renvoie à la fois à un modèle théorique, le modèle théorique de l'intégration sensorielle, ça renvoie à la fois à des troubles, Mhm, les troubles de l'intégration sensorielle, et ça renvoie également aux traitements, les traitements d'intégration sensorielle, la thérapie d'intégration sensorielle ou d'intégration neurosensorielle. Donc je comprends que parfois ça puisse être un petit peu flou. En tout cas, en gros, le modèle théorique postule, notamment, ça part comme très souvent de l'enfant, que ses premières interactions avec son environnement se fait par l'intermédiaire des sens et que tous les stimuli qui proviennent à son corps, provenant de son corps ou de son environnement, il va devoir les traiter, les organiser, les hiérarchiser, les interpréter pour pouvoir produire une réponse comportementale adaptée à tout cet afflux sensoriel. En gros, ça c'est pour le modèle de l'intégration sensorielle. qui Les a été troubles, du coup pensé par qui? Yann Hers, Mhm, euh, qui, est, euh, qui a un doctorat en psychologie du développement et qui était occupational thérapeute au mhm. Canada, mais qui elle était américaine. Ok. Juste pour finir, donc les troubles de l'intégration sensorielle, maintenant c'est très vulgarisé, tout le monde connaît un petit peu ça. On parle très souvent des hyper et des hyposensibilités, Mhm, avec les conduites d'évitement, de recherche de sensations, mais également les conduites d'apathie, d'à-réactivité sensorielle, comme si l'information sensorielle n'était pas suffisante pour déclencher une réponse neuronale. Et pour les traitements, ce sont les mesures d'apaisement, les mesures de protection ou l'apport de sensations dans les routines quotidiennes de l'enfant, par exemple. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Oui, pour les plus connus, en tout cas pour les personnes avec autisme, serait l'hypersensibilité tactile, c'est-à-dire Mhm, l'aversion au toucher ou au contact de certaines textures, ou l'hypersensibilité auditive, qui se retrouve très souvent, ou tous les comportements de recherche de sensations, très souvent liés par exemple aux stéréotypies, avec les conduites de balancement, de déambulation, de vocalisation, qui peuvent correspondre dans le modèle théorique à un apport sensoriel, une recherche de sensations pour atteindre un niveau de seuil, on appelle ça un seuil neuronal, un seuil récepteur nécessaire à l'équilibre sensorimoteur de la personne.
Ok, d'accord. Et donc, par exemple, une personne qui a une hypersensibilité auditive, c'est là où on va lui préconiser, par exemple, un casque. Donc, par exemple, une hypersensibilité auditive, donc dans le modèle théorique donc de Dunn sur les seuils récepteurs, ce serait un seuil récepteur particulièrement bas. Donc, ce qui veut dire une grande quantité de stimuli vont très favorablement dépasser ces seuils, donc déclencher plus souvent, plus fréquemment une réponse neuronale, donc qui va venir parasiter, perturber, causer un inconfort, voire même une douleur auprès de l'enfant. Donc, par rapport à cette hypersensibilité, peuvent se dégager des mesures de protection. Elles peuvent être matérielles, le port d'un casque à certains moments et dans certains objectifs, mais elle peut aussi être environnementale avec des paravents réducteurs de bruit, faire attention à ne pas avoir une radio en toile de fond. On va contrôler un petit peu les bruits environnants dans la mesure du possible. Mais Mhm. il peut aussi y avoir le versant, parce que jusqu'à présent, les mesures de matériel et environnemental ne vont pas régler le problème, ils vont Mhm. simplement l'alléger. Mais il peut aussi y avoir des mesures de renforcement ou de désensibilisation, ou en tout cas, je préfère, d'habituation progressive pour tenter de diminuer cette sensibilité accrue. Ok, donc c'est un peu Il y comme a quand, souvent, c'est excuse-moi, c'est un peu comme quand on a une allergie et qu'on fait une désensibilisation progressive à l'allergène, en fait. C'est ça? ouais, il y a un peu ça. En TCC, ils font ça beaucoup, notamment pour les phobies, où on parle d'exposition progressive, effectivement. Ce serait l'idée, mais qui n'est pas si simple à faire, notamment auprès des personnes avec autisme, avec déficience intellectuelle importante, parce Mhm. qu'il faut quand même comprendre ce qu'on attend de la personne quand on propose ce genre de choses. Et Mhm. en plus, nous souffrons d'un manque de littérature scientifique validée sur la question. Mhm. Donc, je trouve que c'est plutôt empirique. D'accord. Et du coup, en lien avec ça, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est que le profil sensoriel? Ouais, donc le profil sensoriel de Dunn, en fait, il y a plusieurs profils sensoriels. Le plus connu, c'est le profil sensoriel de Dunn, puisqu'il y a eu 2 versions, puisqu'il a été normé à l'international et parce qu'il a donc on peut le faire passer dans des conditions de standardisation. Donc il bénéficie d'un étalonnage, Mhm. ce qui n'est pas le cas, par exemple, du profil sensoriel et perceptif de Bogdachina, qui lui aussi est très connu. Pardon, je m'égare un petit peu. Donc pour revenir au profil sensoriel de Dunn, c'est un ensemble, d'items, donc de questions. Il y a des formules, il y a une version abrégée et une version longue de plus de un peu moins de 100 items. Et ce sont des questions qui portent sur les expositions sensorielles du quotidien. Par exemple, est-ce que votre enfant supporte de rester dans une file d'attente? Est-ce que votre enfant se met souvent les mains sur les oreilles? Est-ce que votre enfant a du mal à se concentrer quand il y a du bruit autour de lui? Donc, ce sont des comportements au regard d'expositions sensorielles du quotidien qui vont être cotés en fonction de leur fréquence d'apparition. Mhm. Euh, c'est des croix. Ces croix vont être transformées en nombres. Ces nombres vont être comparés à des normes. Et du coup, on va en dégager des écarts par rapport à la moyenne, ce qui est le but d'un étalonnage, et suspecter des profils de vulnérabilité sensorielle, Mhm. soit des profils globaux de recherche de sensations ou de protection de sensations, soit on peut procéder par des analyses, on va dire, canal sensoriel par canal sensoriel, pour tenter de détecter des hyper ou des hyposensibilités, pour faire bref. Ok. Et donc, il y a ce type de trouble sensoriel est principalement chez les personnes autistes, mais est-ce que tu retrouves des troubles de l'intégration sensorielle chez d'autres personnes? Ouais, donc ça c'est intéressant. Historiquement, quand je vois les premières vidéos de Yann Herz de l'époque dans leur salle un petit peu sensorielle, il n'y avait pas du tout que des personnes avec autisme. Mhm. Initialement, la plupart du temps, il y avait quand même des personnes avec des retards de développement, des atypies du développement, mais le profil sensoriel est également étalonné pour les personnes avec troubles déficitaires de l'attention, avec hyper ou pas d'hyper activité, Mhm. car ils sont également soumis, d'après les études, aux particularités sensorielles, donc les Mhm. TDAH. Et initialement, Yann Herz s'occupait aussi des enfants avec maladresse motrice, maladresse gestuelle, dyspraxie, trouble développemental de la coordination. Appelez ça comme vous voulez selon votre nomenclature de référence. En tout cas, euh, même si dans la recherche scientifique, maintenant, on se tourne plutôt vers des méthodes d'orientation plus cognitive pour la rééducation des dyspraxies, Mhm. l'intégration sensorielle a traité également pas mal d'enfants avec ces maladresses gestuelles. Cette organisation corporelle également a mis sur la piste des difficultés à intégrer justement les sens
provenant du corps ou de l'extérieur, de l'environnement. Ok. Maintenant, on va revenir à Snooze Alone et intégration sensorielle. Pour OK? toi, quels sont... Et maintenant, effectivement, si c'est moins tendance pour les personnes dyspraxiques, Oui, l'intégration sensorielle revient, je trouve, très à la mode, très sur le devant de la scène et semble correspondre à l'attente et aux nécessités des personnes avec autisme. Voilà. ok, super. Et du coup, oui, je reviens à Snooze Alone et intégration sensorielle. Pour toi, c'est OK. quoi les points communs entre Snooze Alone et intégration sensorielle? Ouais, donc bah, le premier, ça tombe sous le sens, hein, c'est la sensorialité. Mhm, Les deux ont une façon assez particulière de réfléchir, de conceptualiser sur les sens. mhm, Donc, il y a cet aspect sensoriel, donc j'ai envie de dire physiologique en commun. mhm, Ça, c'est peut-être moins intéressant, mais je crois que les deux ont émergé à peu près entre les années 70 et 80, avant plus tard d'arriver en France. mhm. Les deux proposent des objets sensoriels, donc c'est assez large de dire ça, mais on peut se retrouver, là je caricature un petit peu, mais on peut se retrouver aussi bien en snozolène qu'en intégration sensorielle, avec peut-être un objet lumineux, avec peut-être un objet vibrant, avec peut-être un coussin, voilà. Oui, c'est-à-dire que Euh, les outils peuvent être les mêmes. On peut retrouver dans une salle Snooze Alone des choses qu'on va utiliser dans une rééducation ou dans ce que tu as appelé une désensibilisation en intégration sensorielle. Ok. voilà, une réhabituation, ouais. Je pense qu'il peut y avoir des objets en commun. De Mhm, toute façon, il ne faut pas se leurrer, on achète tous sur les mêmes grandes chaînes de distribution. mhm. Les Home Toys, les Autisme Diffusion, on a tous les mêmes, pour caricaturer, on a les mêmes objets qui vibrent et qui font de la lumière. Voilà. Bon, il y a des matériels un peu spécifiques, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Dans les deux cas, on a quand même une recherche de régulation émotionnelle, Mhm. quand même, hein, même si au niveau bien-être, le snozelen, c'est un de ses objectifs particuliers, principal, on cherche quand même à apaiser, à réguler au niveau émotionnel dans les deux approches. Mhm. Les deux approches ciblent des populations avec pathologie ou avec différence. Snozelen, il me semble que c'était le polyhandicap et la déficience intellectuelle qui étaient visés un petit peu au début, mais maintenant on se tourne aussi vers l'autisme. L'intégration sensorielle, c'était plutôt les dyspraxies, le TDAH et les troubles du développement. Et là aussi, le TSA prédomine maintenant dans les demandes. Mhm. Et j'avais noté aussi. Ah oui, je trouve que les deux aussi peuvent renvoyer à un espace en particulier. Snozelen, on pense tout de suite quand même à la salle Snozelen ou la salle multisensorielle, même si ça peut se généraliser à d'autres espaces et à d'autres approches comme les chariots Snozelen en maison de retraite ou des choses comme ça. Et initialement, en intégration sensorielle, il y avait aussi des salles vraiment richement équipées avec des hamacs dans tous les sens, des échelles de force où il fallait escalader, des grosses poires avec lesquelles on pouvait compresser l'enfant à l'intérieur. Mhm. Donc là aussi, je trouve que ça peut évoquer des espaces sensoriels particuliers avec des techniques voilà, à l'intérieur. Oui. En gros, pour quelques points communs. Ok. Alors c'est vrai que pour moi, dans la manière dont je pratique Snooze Alone, il n'y a pas de technique en Snooze Alone, mais effectivement, j'ai pu voir quand même des fois des personnes qui confondaient un peu les deux et du coup qui faisaient de l'intégration sensorielle dans des salles Snooze Alone. Alors que effectivement, à la base, c'est deux types d'espaces différents. On peut voir sur le catalogue Optoys pas mal de choses qu'on peut retrouver dans une salle d'intégration sensorielle et qu'on peut retrouver dans une salle Snooze-Alone. C'est deux espaces différents, effectivement. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu vois comme différence? Ouais, donc là, ça engage un petit peu que moi, hein. Je ne sais pas s'il y a des différences vraiment officielles. Je ne sais même pas si officiellement, est-ce que ce serait un crime de faire de l'intégration sensorielle dans une salle snozelen. Je pense que ça se discute selon la charte, selon ce qui a été discuté, quoi. Bon. En tout cas, un petit peu dans les principes, moi je retiens quand même que snozelen me renvoie plutôt à une sorte de philosophie d'écoute de l'autre, de laisser être, de rencontre, alors que l'approche en intégration sensorielle est un petit peu plus pragmatique de par son versant rééducatif. Oui. C'est-à-dire que je me vois mal faire. Je trouve même que quand on dit faire du snozelen, faire de l'intégration sensorielle, c'est pas très joli, quoi. Là, on le dit entre nous, mais en vrai, bon, on fait pas et on défait pas snozelen et on défait pas de l'intégration sensorielle. Bref, je me verrais mal exercer en intégration sensorielle sans une évaluation de départ. Il nous faut une évaluation pour repérer des zones de fragilité ou des leviers sur lesquels s'appuyer, pour ensuite proposer un programme
de rééducation, même on parle même parfois de traitement en intégration sensorielle. Mmh. Donc on voit quand même qu'on s'éloigne d'une philosophie de rencontre et de laisser être. Donc de Oui, par ce côté, il y a vraiment un truc avec des objectifs prédéterminés et des utilisations et des actes, entre guillemets, des techniques, bah oui, pour le oui. coup, comme le brossage avec une brosse Wilberger, euh, avec un objectif de désensibilisation. Voilà, donc là, oui, enfin, Snozelen non plus, on ne fait pas de la stimulation pour la stimulation, hein. Il y a quand même toujours des objectifs d'ouverture à l'autre, mais Oui, en tout cas, c'est je trouve plutôt que c'est beaucoup plus ciblé voilà. en Pour moi, IS. c'est plus, j'appelle ça plutôt des intentions que des objectifs. C'est-à-dire qu'on a envie, mais qu'on reste ouvert à ce qui se passe, puisque la personne est complètement au centre et que c'est elle qui va un peu nous aiguiller pour la rencontrer. Alors que si je comprends bien, en intégration sensorielle, tu as une évaluation de départ et tu sais où tu veux aller. Tu connectes avec la personne, mais de toute façon, tu ne déroges pas du programme que tu dois lui proposer, en fait. C'est ça? Il y a quand même un peu de flexibilité, parfois selon Bien sûr. l'individu qu'on a, Oui, mais c'est idéalement, voilà, on essaye si on a notre théorie de l'intégration sensorielle des seuils récepteurs, on va tenter finalement de diminuer ou d'augmenter mmh. cette tolérance, cette hyper-réactivité ou cette hyporéactivité selon des flux sensoriels en particulier, mais en élargissant quand même sur le fait de se dire que il y a toujours quand même, si on est moins sensible, on est quand même plus disponible à l'autre. Donc là aussi, il y aura forcément quand même une régulation émotionnelle. Et surtout, du coup, je sais bien, je fais le lien avec une grande différence. En intégration sensorielle, on s'intéresse à la performance de l'individu. Donc là, j'emploie le thème performance un peu comme les anglo-saxons, donc sur la performance, par exemple, scolaire, où l'intégration sensorielle a été justement par Winnie Dunn appliquée dans les classes Mmh. pour que les traitements sensoriels puissent renforcer les capacités attentionnelles des enfants. Mmh. Voilà ce que je veux dire par performance. Donc, il y a aussi comment, par le sensoriel et les traitements, je peux diminuer, par exemple, l'hyperréactivité ou une attention extrêmement fragile, car l'enfant a du mal à se poser, puisqu'il peut-être qu'il est sans cesse en recherche de mouvement de façon anarchique, peut-être qu'il n'arrive pas à tenir en place, peut-être qu'il est sans cesse dérangé par la proximité et les bruits environnants. Donc, du coup, par nos mesures de protection au niveau sensoriel ou par les stimulations qu'on propose, par exemple les fameux ballons-chaises qui Mmh. permettent à l'enfant de se stimuler discrètement, par euh, les, les stimulations sensorielles qu'on va introduire dans les routines de l'enfant pour qu'il puisse atteindre ses seuils de stimulation quotidiennement, par les mesures de protection pour qu'il soit moins interrompu dans sa tâche par des informations sensorielles qu'il a du mal à traiter. Donc pour ça, on va tendre vers un gain attentionnel et de concentration pour améliorer finalement ses performances et sa productivité. Donc, enfin, sa productivité, j'exagère un petit peu. En tout cas, qu'il soit plus concentré sur sa tâche et qu'il accède peut-être plus sereinement et plus facilement aux apprentissages. Mmh. Donc, on voit que là aussi, on s'éloigne un petit peu des objectifs Snozelen avec simplement cette rencontre bienveillante par l'intermédiaire des sens. Ok, d'accord. Et les deux ne s'annulent pas dans ce que je dis. Non, ils sont complémentaires, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Ok. Mm. Est-ce que tu vois d'autres différences? Euh, Est-ce que je vois d'autres différences là comme ça? Bah, c'est le modèle théorique qui, à mon avis, est un petit peu différent aussi. En fait, il faut toujours partir, je trouve, un peu du modèle théorique qui nous aide à penser. C'est-à-dire que c'est pas le modèle théorique, c'est pas la vérité, Mmh. c'est un angle de vue Oui. qui nous permet d'apporter un petit peu de sens à l'observation d'un phénomène et en dégager des pistes d'intervention. Et après, libre à nous d'en observer des résultats ou pas et d'actualiser nos modèles théoriques pour être au plus près possible de ce que, pour ma part, je trouve, la science et les validités ont permis de faire évoluer les modèles théoriques. Mais en tout cas, je ne dis pas que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est la vérité, ça il ne faut pas faire. Pas du tout. D'accord. Et du coup, Mais en tout cas, j'imagine que les postulats sont un petit peu différents. Oui. est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi pour toi c'est important d'être formé soit en Snozelen, soit en intégration sensorielle, soit dans les deux? En quoi la Ouais, formation elle est hyper importante? bah, en Snowzelen, de l'expérience que j'avais, donc c'est pour éviter certains écueils, de stimuler pour stimuler.
Mmh. En fait, je sais pas pourquoi je le fais, mais ça doit lui faire du bien. Donc, je me mets dans le noir où je fais tout. Je mets de la musique, j'allume les lumières et je te mets sur le matelas à eau et je te fais des vibrations en plus et je chante une chanson en même temps, pourquoi pas. Enfin, il y avait toujours ce faire du sensoriel pour faire du sensoriel. Je trouve que la formation permet un petit peu de discriminer une stimulation par rapport à une autre, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et la connaissance physiologique permet euh, de savoir quelle stimulation, à quel type de récepteur il s'adresse, euh, d'avoir une information sur quelle intensité, quelle fréquence je propose cela, pour pas faire tout en même temps. Voilà, pour pas faire tout en même temps et être finalement assez réceptif au centre d'intérêt de la personne, à ce qu'il aime, à ce qu'il n'aime pas, et comment je peux partir de ces centres d'intérêt finalement pour gagner soit en qualité relationnelle ou en ouverture aux autres ou en intégration sensorielle, euh, arriver justement à un autre objectif que je voulais, mais en partant de quelque chose de supportable pour arriver à quelque chose de plus aversif pour tenter de le diminuer. Mmh. Je m'égare un petit peu, mais voilà, je vais essayer de récupérer mes idées. Pourquoi la formation importante pour ça permet souvent, quand même, même en snowzolen, d'avoir, je ne sais pas si toi tu proposes de faire une grille d'observation. Alors moi, dans le contexte de ma pratique avec les personnes avec autisme, j'étais en foyer, non Mm. médicalisé. Donc la grille d'observation, j'ai commencé à la faire, mais personne ne la lisait. Donc c'était Ouais, plutôt des rapports informels que je proposais en réunion éducative. Après, moi, là, je suis plus sur le versant petite enfance. Encore une fois, je pose la question de la grille d'observation. C'est oui, l'observation, c'est hyper important. Maintenant, la formaliser, la grille d'observation, quel sens ça a? Pour moi, en petite enfance, ça n'en a pas forcément, puisqu'on est vraiment dans l'instant présent, dans la rencontre avec l'enfant, et aller le remettre vraiment dans un espace-temps où il est vraiment au centre de ce qui se passe, et où on va utiliser, comme tu disais, ce qu'il aime pas, pour rentrer en relation avec lui sur son mode de fonctionnement. Donc la grille ok, d'observation en petite enfance, pour moi, elle a peu de sens, mais ça n'est que mon avis et que ma pratique que j'ai eue en crèche. d'accord. Pour Snowzolen aussi, donc ça sert aussi à la formation, à pas être dans cette attente forcément de résultats en Snowzolen, parce que sinon on a cette attente fiévreuse de pourquoi je le fais, il faut que je rentabilise, l'espace il a coûté cher. C'est Euh, ça. Ça permet finalement d'être serein, sans forcément être dans l'attente d'un résultat objectivable et tout. Je peux me dire que finalement, le peu que je propose, le peu matériellement, finalement, peut faire beaucoup pour Mmh. l'enfant et on peut se satisfaire de ça. Enfin, on peut se sécuriser par rapport à ça, cette attente de production, je trouve, d'être productif dans ce qu'on fait. Et en intégration sensorielle, là, pour le coup, aussi, je trouve que la formation, elle est indispensable puisqu'il faut maîtriser les outils d'évaluation. Il faut avoir quelques idées de programmes qu'on va mettre en place, même si, comme j'ai dit, ce n'est pas des sciences exactes. Il faut connaître le modèle théorique pour savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, dans quel cadre. Souvent, on aime bien sensibiliser les parents, Mmh. puisque les traitements d'intégration sensorielle, c'est pas dans la salle du psychomote 20 minutes par semaine que ça va vraiment avoir de l'impact. Et Mmh. souvent, c'est des mesures quotidiennes, hein. Oui. Donc voilà, surtout s'il y a des comportements problèmes qui peuvent avoir une porte d'entrée sensorielle. Euh, comment est-ce qu'on l'observe, quelle fréquence, quelle intensité, qu'est-ce qu'on propose ensuite, ainsi de suite. Donc il y a comme ça plein de déroulés qu'on acquiert, qu'on réfléchit en formation. Mmh. Donc oui, bien Toi-même, sûr pour la formation. toi-même, tu es formateur en intégration sensorielle, c'est ça? J'interviens dans Mmh. des formations d'intégration sensorielle pour les psychomotriciens. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Et du coup, si on veut se former en intégration sensorielle, il faut aller où? Ouais, alors sur mon site, j'ai fait une page qui D'accord. reprend tous les organismes de formation d'intégration sensorielle. Ok. J'ai pas d'intérêt là-dedans, hein. Moi, je Oui. j'ai pas d'intérêt là-dedans, mais je l'ai fait pour info puisque tout le monde me posait la question. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est souvent les ergothérapeutes qui sont très bien fournis en formation sur l'intégration sensorielle, ce Mhm. qui est normal vu que la pratique initialement vient de chez eux, les occupational thérapistes. Oui. Les psychomotriciens, ça s'est développé plus tardivement, mais il y a de plus en plus de formations qui en proposent. Donc là, pour les psychomotriciens, pour le grand public, il y Mhm. en a encore moins, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc vous pouvez regarder, peut-être tu pourras mettre un lien quelque part. Tout à fait. J'allais te demander en conclusion l'adresse de ton site.
que je mettrai. Voilà, donc ce sera mis en lien. S'il y a d'autres questions, je réponds avec plaisir. Parce Hmm. que là, je peux être un petit peu éparse dans ce que je dis, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, je reste disponible. Et puisque c'est le moment, si vous vous ennuyez, Oui, ça traînait là, donc je le montre. ça. Je suis co-auteur de ce bouquin-là, Ouais. qui propose plein d'idées pratiques, d'exercices et de situations pour renforcer un petit peu les fonctions psychomotrices Mhm. de l'enfant. C'est à partir de Donc quel là âge, aussi. du coup? Oh là, c'est à partir de 4-5 ans, on va dire. Ok. Et ça peut aller facilement jusqu'à 12 ans avec les exercices de concentration et d'attention et surtout la façon que j'aime beaucoup de proposer des variantes pour toujours s'adapter au plus près de la personne en face de nous et de Ok, ses du coup, je le particularités. mettrai aussi dans le commentaire de la vidéo. Donc, il y a ton site, c'est quelle adresse, ton site? Coupé, j'ai l'impression. Ton site, quelle est l'adresse de ton site internet à toi? Alors, psychomotricien-libéral.com. D'accord. Ouais, c'est ça, psychomotricien-libéral.com. Ok. Et le livre, il s'appelle Sans idée. Sans idée pour développer la psychomotricité des enfants. Oui, tu fais bien de le dire parce que sans idée, il y a plein de thèmes différents dans cette collection qui est très sympa. Donc, c'est pour développer la psychomotricité des enfants. Ça a été un des premiers bouquins de psychomote qui avait vocation de vulgariser un petit peu la profession, qui est finalement pas si simple à expliquer et à se représenter pour le tout venant. Ok. Eh ben, super. Merci beaucoup, Aurélien. Je te remercie de ce petit temps que tu nous as consacré pour éclaircir les points communs et les différences entre Snoozelen et l'intégration sensorielle. Je te souhaite une bonne fin de confinement. Et puis, encore merci. Et puis, Ça au marche. plaisir de te réinterroger s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Impeccable.